Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre les composantes militaires et civiles de l'autorité de transition au Soudan. Pour le Premier ministre Abdallah Hamdok, l'essence de cette crise résulte de l'incapacité des forces révolutionnaires et de changement de parvenir à un consensus sur un projet national. Le stock d'IDE capté par le Gabon est estimé à 14 milliards de dollars en 2020 selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les investisseurs majeurs dans le pays sont la Chine avec des entreprises qui investissent dans l'énergie, les infrastructures, le bois, les mines. Et puis, la Banque africaine de développement qui obtient un financement de 150 millions de dollars du Fonds vert pour le climat dans le cadre de son projet Desert to Power. Objectif, développer les capacités des institutions nationales du secteur électrique dans les pays du G5 Sahel. Mais tout d'abord, le leader du Front Polisario a annoncé ce samedi 16 octobre que son mouvement poursuivra ses attaques contre le Maroc. Une sortie aux allures de déclaration de guerre. Dans sa déclaration, Brahim Ghali conditionne la fin des hostilités à l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, sortie qui intervient dans un contexte particulier. Cette semaine, le Front Polisario a attaqué une base de l'armée marocaine près de la région de Mabas, à proximité de l'intersection des frontières de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie. Le Maroc a répondu à cette attaque par au moins 3 tirs de mortier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit plancher sur la question du Sahara occidental le 28 octobre prochain. Le Soudan fait face à des profondes divisions entre les factions politiques, civiles et militaires qui dirigent la transition depuis août 2019. Pour le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, cette crise est la pire et la plus dangereuse que le pays ait connue depuis sa transition entamée il y a 2 ans. Marine Tolo. Au Soudan, les forces de la liberté du changement, alliance formée après la chute d'Omar el-Béchir, plaident pour un remaniement des autorités de transition. Selon certaines autorités de transition, ce plaidoyer est formulé à la suite d'un coup d'État raté imputé aux forces militaires, mais également en vue d'aboutir au cadre d'un accord de partage du pouvoir. Une situation qui, d'après certains observateurs, plonge les dirigeants dans une crise sans précédent. L'architecture institutionnelle de cette transition pose problème. Dans l'histoire politique de l'Afrique, c'était l'une des premières fois que nous assistons à une cohabitation entre militaires et des civils dans le cadre de la conduite d'une transition politique. On peut comprendre déjà des dissensions avec déjà le Premier ministre Abdallah Hamdok qui incarne la légitimité au plan de la communauté internationale. Et cette situation est très mal vue et très mal perçue par certains officiers militaires qui pendant longtemps ont eu à collaborer avec le régime ancien de El-Béchir. Donc on peut comprendre déjà la méfiance de la communauté internationale vis-à-vis des militaires. Et ce qui est très mal perçu aujourd'hui par les officiels en tant que tels. Pour le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, l'essence de cette crise résulte de l'incapacité des forces révolutionnaires et de changement de parvenir à un consensus sur un projet national. Cependant, une faction dissidente des forces de la liberté et du changement a récemment formé sa propre alliance à l'écart du principal bloc civil. Les factions civiles opposées ont par ailleurs appelé à des manifestations rivales dans les prochains jours. Il faut aller très vite vers les élections. Quand l'agenda politique est en cours, accorderait une priorité évidemment à la tenue des élections, ce qui semble être l'option la plus optimiste du Premier ministre actuel, soutenu essentiellement par la société civile soudanaise, et loin aujourd'hui des aspirations les plus profondes des militaires, parce qu'ils estiment que le Soudan a besoin exactement d'un toilettage et d'une réconciliation. On va aller très vite aux élections. Toutefois, le Premier ministre soudanais Hamdok a promis de s'attaquer à cette crise dans l'est du pays. Le 15 octobre 2021, il a présenté une feuille de route devant mettre fin à la crise qui perdure entre les composantes politiques et militaires du gouvernement. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra était à Libreville le 13 octobre pour rencontrer son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux parties ont discuté des conditions troublantes du retrait des casques bleus gabonais de la Centrafrique par l'ONU. Pour rappel, il y a 3 semaines, le contingent gabonais engagé dans la MINUSCA depuis 2014 a été renvoyé sur base d'allégations d'abus sexuels. Le président Touadéra souhaitait notamment obtenir plus d'éléments d'enquête. Les précisions de Corinne Eyan.
Sur la question du retrait brutal du contingent gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique MINUSCA, le président Faustin Archange Touadéra demande aux Nations Unies de fournir des informations supplémentaires afin que des responsabilités soient clairement établies. Du côté de la République centrafricaine, nos institutions n'ont pas eu vraiment des éléments d'appréciation ni une plainte de la part des victimes, et c'est pour cela que nous devions poursuivre les investigations, puisque c'est quand même des Centrafricains, de nos compatriotes des Centrafricaines, et nous sommes en droit d'en savoir un peu plus, d'avoir les éléments pour apprécier. Suite à la décision du retrait des troupes gabonaises tombées le 15 septembre 2021, le président centrafricain s'est rendu au Gabon pour une rencontre avec son homologue Ali Bongo le 13 octobre dernier. Les troupes gabonaises sont accusées d'exploitation et d'abus sexuels sur des populations civiles centrafricaines. Au lendemain de l'annonce du retrait des 450 casques bleus, le gouvernement gabonais avait fait part de l'ouverture d'une enquête. La partie centrafricaine souhaite toutefois être associée aux démarches judiciaires. Comme c'est des faits qui sont produits en République centrafricaine, nous avons demandé à ce que nous soyons dorénavant impliqués dans les enquêtes qui sont en cours, que cela soit du côté des Nations Unies que du gouvernement gabonais, pour savoir un peu plus. Mais nous n'en étions pas associés. Donc, dans les faits, dans la vérification. Les militaires gabonais étaient présents en Centrafrique depuis 25 ans. Ils ont intégré ensuite les rangs de la MINUSCA en avril 2014, quand les Nations Unies ont déployé cette mission qui consistait à mettre fin à la sanglante guerre civile. En mars 2018, le Gabon avait annoncé sa décision de retirer son contingent de la MINUSCA en raison d'un retour progressif de la paix. 3 mois plus tard, sur la demande pressante du président Faustin Archange Touadéra, le chef de l'État gabonais avait finalement annoncé le maintien de ses troupes dans le pays. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, après des mois de blocage, Denis Kadima, soupçonné par les catholiques et les protestants d'être proche du président Félix Tshisekedi, a été officiellement porté à la tête de la commission électorale. L'Assemblée nationale a entériné sa nomination ce samedi 16 octobre. Ce choix doit désormais être validé par ordonnance présidentielle. 2 ans après la fin théorique de son mandat, l'ancien président de la commission nationale électorale indépendante, Corneille Nangaa, va enfin passer la main. Le Gabon a attiré des investissements directs étrangers de l'ordre de 971 milliards de francs CFA en 2020, en hausse constante depuis 2016, une embellie attribuée à plusieurs réformes initiées par les autorités, notamment dans les secteurs pétroliers et miniers. Les détails avec Mildred Diamant. Hausse continue des investissements directs étrangers au Gabon depuis 2016. Les flux d'investissements directs étrangers attirés par ce pays sont estimés à plus de 14 milliards de dollars en 2020, selon les données des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les chiffres précisent que les entrées des investissements directs étrangers au Gabon sont passées d'1,3 milliard de dollars en 2018 à 1,5 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Depuis 2016, le Gabon enregistre une hausse de ses investissements directs étrangers. Ces volumes montrent bien l'importance et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers qui considèrent le Gabon comme une destination de choix. Le poids des investissements directs étrangers dans notre produit intérieur brut est d'environ 9%, quand la moyenne mondiale est de 4%. Ces investissements ont été dirigés vers plusieurs secteurs, notamment les secteurs pétroliers et miniers, qui demeurent les principales destinations des investissements directs étrangers au Gabon. Ceci s'explique principalement par l'adoption en 2019 du nouveau code pétrolier portant réglementation des hydrocarbures, ayant conduit à plusieurs nouveaux accords de partage de production offshore, dont certains se sont concrétisés en 2020. Les principaux investisseurs au Gabon sont la Chine, la France et le Maroc.
Certes, le Gabon est l'un des pays quand même de la CEMAC dont le taux d'endettement avoisine déjà les 70% du PIB. Mais le cadre réglementaire quand même des affaires est un indicateur qui peut justifier cette augmentation des investissements directs étrangers. Le Gabon est un pays très ouvert. La qualité des investissements, les investissements sont assez aisés pour ceux qui veulent investir au Gabon. Autre facteur, c'est quand même ce qu'on appelle les intrants au niveau de la pollution, c'est-à-dire les facteurs de pollution. Il y a également la question de la gouvernance, la maturation des projets. La fiscalité intérieure peut également justifier ces investissements directs étrangers. On peut aussi penser que tout se résume au niveau de l'ouverture du commerce. Cependant, les nouveaux secteurs qui attirent désormais les investisseurs au Gabon sont les infrastructures, l'agroalimentaire, l'énergie et les services. Selon le ministère des Investissements, pour accroître son attractivité, le Gabon travaille actuellement sur l'élaboration d'un code des investissements qui devrait contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Afin de compenser l'impact de la Covid-19 sur leurs économies respectives, plusieurs États ouest-africains ont opté pour des plans d'austérité. Une solution drastique décriée par des organisations non gouvernementales. Celles-ci mettent en garde. Ces plans d'austérité pourraient accentuer les inégalités et la pauvreté. Robert Bokbe. L'indice d'engagement pour la réduction des inégalités montre que 14 des 16 pays ouest-africains prévoient de réduire leurs budgets nationaux d'un montant total de 26,8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années afin de combler en partie les pertes de 48,7 milliards de dollars subies en 2020 dans la région des suites de la pandémie. Cette austérité a été encouragée par le FMI à travers ses prêts Covid-19, une mesure qui, selon Oxfam, doit être totalement inversée. L'argent a été déversé, certainement, mais est-ce que cet argent a servi à l'investissement public? Est-ce que cet argent a permis à plus de personnes en Afrique de l'Ouest de pouvoir jouir de leurs droits à la santé? Quand vous prenez un pays comme la Sierra Leone, 92% du montant est allé aux entreprises et aux plus riches. Le plan d'austérité que condamne cette confédération de 20 organisations caritatives indépendantes consiste à couper environ 27 milliards de dollars les 5 prochaines années dans le budget de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, hormis la Gambie et le Nigeria. Oxfam préconise entre autres une mise en œuvre de mesures de protection sociale solides, la taxation des riches et des grandes entreprises pour minimiser les dégâts sur des millions de personnes déjà affectées par la pandémie de coronavirus. Si les pays ouest-africains décident pour les 5 prochaines années à rehausser leurs recettes fiscales de 1%, ces pays mobiliseront l'équivalent de 57 milliards de dollars. Et dites-vous, ces 57 milliards de dollars peuvent leur permettre, par exemple, de construire l'équivalent de 600 hôpitaux modernes dans la région, ce qui permettrait aux personnes d'accéder et de jouir de leurs droits à la santé. Cette réduction massive des finances publiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, selon Oxfam, affecte plus les femmes, une catégorie durement touchée en raison de leur forte concentration dans les emplois précaires. L'actualité culturelle à présent. Après plusieurs reports à cause de la pandémie de Covid-19, la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est finalement ouverte ce samedi 16 octobre. Plus de 200 films sont en compétition pour les Talons d'Or du Yenenga, la récompense suprême. Samantha Sabero. Après plusieurs reports dus à la pandémie du Covid-19, c'est finalement ce 16 octobre 2021 que s'est ouverte à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Durant 8 jours, les 239 films sélectionnés sur les 1132 inscriptions sont listes pour les Talons d'Or du Yenenga. La distinction suprême, cette édition se tient sous le thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Quand on parle souvent du Burkina Faso, c'est plus du fait du terrorisme et tout ça. Voir cet événement tous les 2 ans se tenir malgré tout, malgré les nombreux couacs, c'est vraiment à saluer.
En 2019, le cinquantenaire a été célébré en grande pompe. Et voir le festival se maintenir, c'est énorme, vraiment. Pour le continent africain, c'est le grand rendez-vous du cinéma africain. C'est là où il faut absolument être quand on veut parler de cinéma africain, quand on veut parler de l'évolution, du développement du cinéma africain et aussi du secteur de l'audiovisuel. C'est là où se décide, où se signent aussi certains grands contrats, malgré le contexte qui est de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus les guichets internationaux se retirer du financement du cinéma et tout. On parle de plus en plus de la nécessité pour nos propres organes comme l'Union africaine, entre autres organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, de s'occuper de tout ce qui tourne autour de la culture, particulièrement du cinéma. Le Sénégal a été désigné pays invité d'honneur de cette édition. 55 films sénégalais ont été inscrits dans plusieurs catégories de cette édition de FESPACO, parmi lesquels une dizaine de films qui seront projetés pour 14 films en compétition. Cette année, de nouvelles catégories ont été créées afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs du cinéma africain. Au-delà des 19 films que nous allons amener, dont 14 vont être en compétition officielle, nous allons également, du point de vue du volet artistique, mettre en lumière le savoir-faire donc de nos acteurs et de nos artistes. Parce que nous aurons Baba Mal qui sera de la partie, nous aurons le ballet de la Linguère de Sorano qui va y être, Didier Awadi et tant d'autres acteurs qui vont être sur place pour montrer donc le talent artistique de nos acteurs et pour montrer la symbiose qui existe entre le monde du cinéma et le monde donc des arts. Durant les débats au programme de la 27e édition du FESPACO, un certain nombre de défis majeurs seront examinés, notamment le Covid-19 et son impact socio-économique sur le cinéma et l'audiovisuel, les menaces sécuritaires et l'extrémisme violent dans certaines zones d'Afrique. À en croire le nouveau délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, cette édition est un défi pour montrer, malgré la situation sanitaire, que l'Afrique continue de créer, de rêver et de résister à tous les obstacles. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.